il n'y aura pas une interdiction de circuler entre 21h et 6h du matin. Il y aura une stricte limitation aux bonnes raisons. Mais ça veut dire, par contre, qu'on n'ira plus au restaurant, on ne sortira plus du restaurant après 21h, qu'on n'ira plus chez des amis, qu'on n'ira plus faire la fête, parce qu'on sait que c'est là qu'on se contamine plus facilement et qu'il faut réduire. Le gouvernement qui s'est, semble-t-il, inspiré du couvre-feu déjà instauré depuis plusieurs mois en Guyane. Clara Debord est avec nous. Merci d'être en direct sur TV5 Monde. Vous êtes la directrice générale de l'Agence régionale de santé de Guyane. On va vous entendre dans quelques instants. Avec nous également Arnaud Chiche, bienvenue également. Vous avez manifesté à Paris cet après-midi. Vous êtes médecin anesthésiste réanimateur à Hénin-Beaumont dans le nord de la France et fondateur du collectif Santé en danger. Commençons par ce couvre-feu, justement. Que peut-il changer à vos yeux? Il y a trop de patients qui arrivent à l'hôpital pour le Covid et puis ils cohabitent avec les autres patients qui ne sont pas là pour le Covid. Il faut à tout prix essayer de baisser ce flux-là. Donc, si vous voulez faire un couvre-feu, c'est diminuer les interactions sociales entre ces horaires-là et il faut espérer que dans 15 jours, ça porte ses fruits pour baisser la tension sur les hôpitaux et la réanimation. Je crois que c'est une bonne décision. Je pense que c'est mieux qu'un confinement total. Ça va être douloureux pour les bars, les restaurants, le monde du spectacle et je partage leurs difficultés et cela me touche. Mais il faut aussi comprendre que les soignants, eux, veulent réussir à s'occuper de tout le monde. Et si on ne faisait rien, c'était la catastrophe. Clara Debord, je me tourne vers vous. Est-ce que ça fonctionne en Guyane, le couvre-feu? Est-ce que ça fait baisser la circulation du virus? On a maintenant assez de recul pour pouvoir confirmer avec une quasi-certitude que c'est le couvre-feu qui a été la mesure la plus efficace après toutes les autres mesures appliquées en Guyane pour faire baisser très rapidement la circulation du virus et ensuite, quelques jours après, le nombre de patients hospitalisés. Quelques jours plus tard, 15 jours, 3 semaines plus tard, le nombre d'entrées en réanimation s'équivalait avec le nombre de sorties. Et ça, c'était une vraie bonne nouvelle pour nos soignants, pour nos patients bien sûr, mais pour nos soignants. Parce que, vous savez, j'entends et je lis moi aussi, et j'entends des proches qui n'en peuvent plus et on pense que peut-être il faut tout lâcher. Il faut bien mourir de quelque chose. Je l'ai lu, je l'ai entendu. Moi, je pense aux soignants. Ça n'est pas acceptable de tout faire porter sur les soignants au moment où ils sont déjà fatigués. Ils ont mis en place des choses extraordinaires depuis plusieurs mois. C'est un peu un nouveau code de la route pendant quelques temps. C'est priorité aux soignants, priorité à l'hôpital. Et justement, les soignants, puisque vous en parlez, ils sont fatigués. Ils étaient un peu partout en France aujourd'hui dans la rue, journée de grève et de mobilisation dans plusieurs villes. À Paris, rassemblement devant le ministère de la Santé pour dénoncer les manques d'effectifs. À part la revalorisation de 183 € en 2 fois, rien n'a vraiment changé, disent-ils pour l'instant, même si Jean Castex a annoncé aujourd'hui 110 à 200 € bruts par jour de congé qui ne seront pas pris à la Toussaint, les vacances scolaires qui commencent demain. Arnaud Chiche, vous y étiez. Pour vous, rien n'a vraiment changé depuis la première vague? Non, rien n'a changé. Le Ségur tel qu'il a été organisé ne répond absolument pas aux besoins des soignants. Il est beaucoup trop mou, insuffisant, à côté de la plaque. Le Ségur a disloqué la santé. Le Ségur pourrait laisser penser que la santé, c'est l'hôpital. Mais la santé, c'est aussi la ville. La ville a été oubliée. La santé, c'est le médico-social. Le médico-social a été oublié. À l'hôpital, il y a des sages-femmes. Elles avaient besoin d'une reconnaissance médicale. Ça n'a pas été fait. Le travail de nuit des médecins devait être majoré. Ça n'a pas été fait. Et enfin, pour être 15e seulement au niveau de l'OCDE, les paramédicaux devaient être réévalués à hauteur de 300 €. Ça n'a pas été fait. Résultat, conséquence, manque d'attractivité pour l'hôpital. Conséquence, on est en octobre et on est au plus mal. Et ça, on va attirer personne. Mais Jean Castex a dit, arrêtons de faire croire qu'on forme des réanimateurs en l'espace de 3 mois. Alors, on peut déjà lui rétorquer que c'est 7 ou 8 mois et pas 3, Arnaud Chiche. Mais éclairez-nous sur cette question, parce qu'il y a un vrai débat. On ne sait plus trop qui a raison. Écoutez, Jean Castex devrait arrêter de parler de ça. Parce qu'à chaque fois qu'il s'exprime là-dessus, il est à côté de la plaque. Avec tout le respect que je peux avoir pour la fonction de Premier ministre. Oui, mais vous-même, vous dites qu'il faut 12 ans pour former un réanimateur. Qu'est-ce qui aurait pu être fait qui n'a pas été fait? En 8 mois, il fallait lister les compétences disponibles en France pour faire la réanimation. Vous choisissez des réanimateurs expérimentés. Vous pouvez proposer de les sortir de leur service de réanimation. Vous les entourez par ou alors des médecins urgentistes ou du SMUR, compétents en réanimation. Vous les entourez par des médecins juniors. Ça peut être des vieux internes. Ça, là, vous créez des unités d'élite, des unités de commando et vous pouvez vous occuper de 10 lits. Par contre,
on n'a pas résolu le problème des paramédicaux. Alors là, pour les paramédicaux, il faut être inventif. Il faut faire un appel aux infirmiers libéraux. Il faut peut-être aller voir dans les régions de France, là où c'est très calme, si on ne peut pas avoir du personnel. Il faut effectivement peut-être demander à des paramédicaux de ne pas prendre leurs vacances. Et puis, Et puis, il faut peut-être s'intéresser, il faut peut-être regarder la carte du monde. Où est-ce qu'il y a des pays qui sont un peu cool? Et hop, on leur emprunte leurs paramédicaux et on booste notre offre en Ile-de-France, dans les Hauts-de-France. Je parle pour les 2 régions que je connais bien. Et là où il y a besoin. Donc en fait, en 8 mois, on pouvait être inventif. On pouvait créer des unités d'élite, des commandos. Vous savez, en garde, quand on est de garde tous les jours de l'année, le jour de Noël, Nouvel An, le week-end, les dimanches, on est seul. Ouais. Clara Deborn, une réaction à ce que dit Arnaud Chiche. En Guyane, vous constatez cette amertume des soignants? En Guyane, nous avons bénéficié de plusieurs centaines de renforts grâce justement à la stratégie qui a été appliquée, que conseille votre invité, qui a clairement été appliquée. C'est-à-dire qu'on a utilisé les soignants des régions calmes, puisque nous avons eu la chance, quelque part de notre malheur, d'avoir notre courbe épidémique de façon décalée avec le reste de la métropole, avec le reste de la France. Si la Guyane avait un épidémie maintenant, nous ne pourrions pas bénéficier de ces renforts. Construire un service de réanimation, une capacité de réanimation, et je pense franchement un peu comme construire un avion. Même si on décide de le faire aujourd'hui, même si on met beaucoup d'argent aujourd'hui, nous n'avons eu de cesse d'admettre tout au long de ces années passées qu'on ne forme pas un infirmier de réanimation en 15 jours. Bien au contraire, c'est une spécialité et il nous faut augmenter les capacités de formation. Et d'ailleurs, le Ségur de la santé augmente les capacités de formation. Et bien entendu, ça va avoir un effet dans pas mal d'années. Toutes les activités non essentielles ont été reportées et à un moment donné, quand ça commence à se faire pendant des mois, ce sont des vraies pertes de chance pour les autres patients. Donc, on ne peut pas déshabiller Pierre pour habiller Paul pendant des mois. Donc, oui, bien sûr, il faut multiplier et utiliser toutes les options possibles. En Guyane, nous avons ouvert un appel à candidature prévu dans la loi pour faire appel à des médecins étrangers au cours des prochaines années. Mais il y aura là aussi, c'est pas lié à la Covid, c'est pour renforcer notre offre, mais c'est là aussi un travail de longue haleine qui prend des années. Restez avec nous, on vous retrouve dans quelques instants. On va prendre des nouvelles du Québec, au Canada, où là aussi les personnels hospitaliers sont fatigués. L'un des principaux syndicats de la province francophone canadienne tire la sonnette d'alarme. Voyez ce reportage de notre correspondante Catherine François. Depuis le printemps, les démissions se multiplient. Des infirmières qui partent par centaines, mais aussi d'autres employés qui travaillent dans le réseau québécois de la santé. Dans les établissements de l'Est de Montréal, par exemple, quelques 1800 personnes ont quitté leur emploi depuis le début de l'année. On constate que les départs cette année sont beaucoup plus importants qu'il y a 2 ans, 3 ans. La Fédération de la santé et des services sociaux représente plus de 90 000 personnes qui travaillent dans le système de santé québécois. Le syndicat prévient. L'épidémie met au bord du gouffre ce réseau, déjà fragilisé par les compressions des dernières années. C'est un avertissement au gouvernement. C'est vraiment un cri d'alarme de notre monde. Si ça ne change pas, ça va très mal aller. On va rentrer dans le mur. Le syndicat négocie actuellement le renouvellement des conventions collectives des employés de la santé. Il fait des demandes claires au gouvernement. De meilleurs salaires et des conditions de travail sécuritaires, avec la généralisation notamment des masques N95 pour protéger tous ceux qui travaillent dans le réseau, quel que soit leur poste. Lors de la première vague, le personnel du secteur de la santé a compté pour près du quart des contaminations à la COVID-19. On accompagne beaucoup de gens qui sont en fin de vie, donc avec des grandes difficultés respiratoires. Beaucoup de toux, avec de l'oxygène et on a un masque de procédure. Donc, est-ce que c'est suffisant? Je pose la question. Est-ce qu'on ne devrait pas avoir des N95 dans ces cas-là? Peut-être. Le syndicat réclame aussi que tous les employés du réseau touchent les primes salariales que le gouvernement réserve jusqu'à maintenant à ceux qui sont en contact direct avec les malades. On est à la table de négo, mais il n'y a pas de négociation digne de ce nom jusqu'à maintenant. C'est pas le temps d'un bras de fer, là. C'est le temps de s'asseoir, regarder ensemble comment on assure la suite. À voir maintenant comment le gouvernement de François Legault va réagir à ce cri d'alarme.
Voilà pour la situation au Québec. On poursuit cette page avec l'une des principales informations de cette journée, des perquisitions menées tôt ce matin chez le ministre de la Santé, Olivier Véran, le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, mais l'ex-premier ministre également, Édouard Philippe, ou encore celle de la Santé au début de la pandémie, Agnès Buzyn. Qu'en pensez-vous, vous qui êtes en première ligne de ces perquisitions? Écoutez, j'ai pas très envie de m'exprimer là-dessus, parce que d'abord, j'ai pas d'informations, et puis vous savez, je suis... Mais il faudra rendre des comptes? Oui, mais alors bon, évidemment qu'il faudra rendre des comptes parce que cette crise, elle a été mal gérée, mal anticipée. Vous savez, aujourd'hui encore, il manque des masques dans les hôpitaux. Des masques. Il y a des masques FFP2 qui sont périmés depuis 11 ans. Il manque des gants. Vous avez entendu le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, ce qu'il a dit aujourd'hui? Le gouvernement a passé commande le 16 octobre, le 15 octobre. Sur les gants. Sur les gants. Non mais, attendez, il y a un problème là. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là en 8 mois? Ils n'ont pas organisé le soin, ça c'est sûr. Ils n'ont rien organisé pour les réanimations, ça c'est sûr. Ils ont mal organisé pour le matériel, ça c'est sûr. Et ils n'ont pas organisé, ils n'ont pas bien organisé les tests, ça c'est sûr. Et puis ils n'écoutent pas les soignants de terrain qui crient depuis 3 mois. Mais ils font quoi? Je me tourne vers vous, Clara Debord, sur cette question des perquisitions. Vous êtes à l'ARS, l'Agence régionale de santé. Qu'en pensez-vous? Alors, qui sont les on? Ils n'ont pas travaillé. Vous savez, le travail au quotidien sont les équipes d'ARS. Ce sont des gens formidables sur toutes les régions de France. Moi, j'ai des collaborateurs qui vraiment ont mal supporté les attaques à leur endroit, alors qu'ils ont travaillé 7 jours sur 7 pour notamment assurer l'approvisionnement en masques, en gants. On a des agents extraordinaires qui travaillent tous les jours pour le système de santé. Et franchement, je trouve qu'on est très injuste à leur endroit. C'est facile de critiquer. On a une épidémie absolument centenale, pourrais-je dire. On fait tous le maximum. Moi, j'ai décidé de ne pas... Ouais. Clara Debord, juste pour qu'on clarifie, Arnaud Chiche, je ne pense pas qu'il parlait forcément du personnel de l'ARS. Madame, qu'on se comprenne bien. Madame, qu'on se comprenne bien. Je suis un médecin de terrain. Je suis quelqu'un de bienveillant, vous savez. Et je ne critique pas pour le plaisir. Vous savez, là, ce qui compte, c'est la vérité du terrain. La vérité du terrain, c'est que j'ai des infirmières libérales qui pleurent au téléphone. C'est que j'ai des sages-femmes qui me demandent si elles peuvent faire des accouchements avec des gants MAPA. Donc, je ne critique pas le personnel de l'ARS, je critique le ministère. Vous savez, j'ai des copains, moi, dans les ARS. Mais à un moment donné, il faut arrêter d'être un peu chatouillé par ce qu'on entend dire. Et il n'y a que la vérité du terrain qui compte. Et le drame dans ce pays, aujourd'hui, c'est que la vérité du terrain, elle dérange. Alors moi, ça ne me dérange pas de le dire. Voilà pour le message. Clara Debord, juste qu'on précise quand même, en Guyane, le confinement, c'est bien 17h. Hein. Donc en fin d'après-midi, c'est pas comme nous. Hein. Ça a été à 17h, mais parce qu'en Guyane, on travaille plus tôt le matin et on sort plus tôt du travail. Donc les horaires ne sont pas comparables. On ne peut pas comparer, merci. Merci beaucoup. On essaie d'entraver évidemment les rassemblements et donc il faut ajuster par rapport au mode de vie de chaque territoire. Merci beaucoup Clara Debord d'avoir été avec nous. Merci à vous Arnaud Chiche d'être venu témoigner sur notre plateau.